Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, Yay, salut. ça va? Tranquillement et toi? Super, alors déjà présentez-vous. Aurélien, entrepreneur et éventuellement aussi business développeur, mais plus entrepreneur que business développeur. Ok. Parce que c'est dans mon sang. Et moi du coup, Lionel, entrepreneur aussi, comparse de Aurélien. Du coup, en plus d'être amis, on est associés dans la vie sur deux affaires. Donc voilà, le Hub Studio et Victory Lap qui fait l'actualité aujourd'hui, entre autres. Alors le Hub Studio c'est quoi? Alors le Hub Studio, en fait, c'est un parc immobilier professionnel qu'on développe pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. En gros, pour faire simple, on a un lieu aujourd'hui qui s'appelle le Hub Studio, qui est en fait un espace en gros de 50 mètres carrés à l'intérieur et 50 mètres carrés de rooftop dans lequel tu peux faire plein de choses. Ça peut être du coup des événements professionnels, des conférences, mais aussi des émissions, des live Twitch, que tu sois un petit porteur de projet ou alors un gros une grosse entreprise comme dernièrement Sony. Et puis voilà quoi, et là on a l'ambition d'ouvrir 5 nouveaux lieux d'ici les 18 prochains mois, à savoir des coworking, plein d'autres lieux divers et variés. Ok, alors je vais rentrer dans le dur direct. Parce que du coup, quand tu m'as dit Hub Studio, je t'ai demandé c'était quoi. Parce que direct, moi j'entends Hub Studio forcément pour ceux qui parlent pas anglais, mais j'entends vraiment un espace studio qui permet de s'épanouir créativement parlant. Ouais. Est-ce que faire un endroit où on permet aux gens d'être créatifs, c'est pas pour se dédonner de la créativité soi-même? Se dédouaner Non, pas pour se dédouaner. Au contraire, c'est justement pour pouvoir poser, pour pouvoir exprimer du coup ta créativité. On a tous un projet, on a tous eu des projets dans la vie, qu'on se considère comme créatif ou non. Et quand tu as besoin, à un moment donné, quand tu as besoin de réaliser un projet, ça passe par un lieu. Ok. Tu vois, tout le temps, tu vois. Que ce soit que tu veuilles monter un restaurant, par exemple. Un restaurant, c'est 4 murs et des tables et une chaise. Forcément. Tu veux faire une exposition, par exemple, tu as besoin... Je t'arrête, je veux te couper. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ah, ok. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est pas toi qui es créatif, c'est t'invites des gens à être créatifs dans ce lieu. Exact, j'avoue. C'est pour ça que je dis ça. Moi, je dis des données par rapport à vous. C'est que du coup, tu ouvres un lieu. C'est comme si moi, c'était un espace de podcast ici, entre guillemets, et que moi, je faisais pas de podcast. Je trouvais pas les concepts et tout. Du coup, j'étais pas créatif. Et que je disais aux gens, venez enregistrer. J'avoue, j'avais pas vu les choses comme ça. J'ai dit, je commence dans le dur direct, désolé. J'avais pas du tout vu comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu m'as fait cogiter d'un coup. Mais du coup, vous, est-ce que vous produisez des contenus? Est-ce que vous développez votre créativité là-dedans? Ou c'est que au service des autres? Non, effectivement, nous-mêmes on produit des éléments qui nous sont propres et qui justement arrivent pour beaucoup. Et par la même occasion, en fait, on fait profiter les autres, justement, de pouvoir, en fait... parce que la créativité, pour nous, c'est quelque chose... Ça fait partie vraiment de nous, tu vois. La créativité fait vraiment partie de nous. Que ça soit Lionel, que ça soit moi, ou que ce soit même de notre entourage très serré. On a tous un fond très créatif. Et le hub en lui-même, le Hub Studio, en fait, c'est la résultante tout simplement de nous-mêmes. C'est la résultante de ce qu'on est vraiment. Et au même titre, on s'est dit, en vrai, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous. Faisons profiter aussi la populace, tu vois. Ok. Alors, on peut, mais ce qui va différencier aussi les créatifs, en tout cas dans les arts visuels, c'est la démarche. Tu prends un exemple qui est magnifique, un de tes premiers non cités était Andy Warhol. Andy Warhol, il est connu et pour être le pape du pop art parce que les reprographies. On pourrait dire que c'est pas hyper créatif. Il a pris des boîtes de soupe qui étaient un produit de consommation lambda américain et juste il en a pris un, il l'a coloré en bleu, il en a mis 10 à côté qu'il a coloré en 10 couleurs différentes. Bon, il y a une démarche derrière. C'est cette démarche-là qui apporte en plus à la créativité, tu vois. Et c'est pour ça que t'as le premier qui fait ça, entre guillemets, ouais, le premier ou un des premiers, en tout cas le plus connu qui fait ça, c'est Duchamp avec les toilettes. Et il met les toilettes et dit c'est de l'art.
Bon, il n'a pas inventé les toilettes, il n'a pas inventé le fait de poser un objet sur le sol ou sur un promontoire. Ok, mais la démarche qu'il y a derrière, elle est archi différente de tous. Et là, il est créatif. Et pour refaire le lien avec les entrepreneurs, le problème, c'est que là, je fais l'avocat du diable. Ok, vous me pardonnez. Mais, Ok, Satan. mais votre démarche, elle est juste mercantile, en fait, à la base. Elle n'est pas créative. Du coup, toute cette histoire de poser des toilettes sur un truc pour faire réfléchir les gens, vous vous en foutez, vous. Ce que vous voulez, c'est que les gens, ils achètent ces putains de toilettes. La réponse est oui. Elle est mercantile. Clairement. Ouais. C'est clair, net, précis. Du coup, pas créative. Elle est au départ mercantile. Nous, Ok. notre job en tant qu'entrepreneur, il est simple. C'est de régler les problèmes. On distingue les problèmes, on règle les problèmes. Maintenant, pour bien régler les problèmes, il faut déjà mettre en place des process. Ça, c'est un élément nécessaire pour régler les problèmes. Mais ce qui va faire que maintenant, les gens vont utiliser notre solution par rapport à leurs problèmes, c'est qu'ils comprennent que notre solution est la meilleure. Pour qu'ils comprennent que notre solution est la meilleure, c'est là où la créativité prend tout son sens. Tu vois, Ok. sur le fait de bien comprendre que nous, on est les meilleurs sur le fait de résoudre le problème. Ou alors, qu'on n'est pas forcément les meilleurs, mais qu'on va t'assurer que ton problème, on va bien le résoudre. Dans le cadre du Hub Studio, concrètement, ce qu'on fait, on réinvente rien. Tu vois, on a Clairement. 4 murs, on dit, bah voilà, ces 4 murs-là, tu peux le louer pour si tu veux faire une expo. Ces 4 murs-là, tu peux le louer si tu veux, par exemple, faire un média. Par exemple, on travaille actuellement avec Sony, et ils sont en train de développer un média rap dans nos 4 murs. Qu'est-ce qui leur empêche de pouvoir louer des studios à Boulogne-Billancourt ou à la Seine-Saint-Denis, etc. Parce que nous, en fait, on parle le même langage qu'eux, on arrive, on leur propose des solutions totalement différentes qu'eux, et on a eu cette approche de dire, tu veux monter quelque chose de différent, bosse avec quelqu'un de différent. Notre part de créativité, elle est là, sur le positionnement. Ok. Et au-delà simplement de se présenter différemment, on résout les problèmes aussi différemment. On amène plus de flexibilité. On parlait tout à l'heure, on a évoqué un peu la Startup Nation, etc. Bon, nous, on n'estime pas appartenir à ce carcan que la Startup Nation. Non pas pour tirer sur les gens. C'est que nous, en fait, c'est que le tissu économique français est composé de TPE, PME. Ok. Pas de start-up. Les start-up, c'est une minorité bruyante. La plupart des entreprises qui existent dans le marché français, ce sont des entreprises lambda, enfin dites lambda, qui ont 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 salariés et qui, eux, ont des réels problèmes. Et n'ont pas, pour la plupart, cet apport-là, n'ont pas en fait cette manière différente de réfléchir aux problèmes auxquels ils ont. N'ont pas cette manière-là de créer différemment la manière que eux ont de résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas en fait cette manière créative de penser leur business. Ok. Nous, c'est notre job. Ok. Et c'est en ça que moi, je pense que oui, on peut très bien être mercantile et effectivement être créatif. Ok. C'est pas incompatible. Tu voulais compléter, Aurélien? J'avais bien complété, mais il a très très bien complété justement la suite. Ok. Je suis un peu dur, désolé, mais... Non, t'as raison. C'est ça le fond du problème, en vérité. Ouais, non, mais il faut. Et pour le coup, tu sais quoi, je vais rajouter un autre élément. Là, pour le coup, c'est parce que là, on était beaucoup sur l'art visuel. On peut prendre aussi l'art musical, tu vois, qui reste mercantile, mais tout en étant artistique. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, ça va être Young Thug. Et le deuxième exemple, ça va être Drake. Les deux sont des produits, entre guillemets, limite copiés de Lil Wayne. L'approche, on sait qu'elle est mercantile quoi qu'il arrive. Vu leur situation financière qu'ils avaient avant de commencer la musique, je pense que c'était pas la Dolce Vita, donc forcément ils le faisaient pour une bonne raison. Cependant, leur fond artistique, ils l'ont fait partir de leur supposée copie de Lil Wayne pour pouvoir mieux la développer au fur et à mesure et au fur et à mesure en fait eux-mêmes créer leur propre silo et leur propre terrain, tu vois. Et je crois le meilleur exemple en vrai, Drake c'était un peu moins évident, mais Young Thug je crois c'est vraiment le plus évident. Et aujourd'hui Young Thug c'est le père de beaucoup d'artistes, tu vois, et ça a créé en fait, il a créé vraiment sa niche et il a créé son genre et beaucoup d'artistes le copient, que ça soit des je crois c'est Lil Got It ou je sais plus, ouais, je crois c'est Lil Got It, je crois un truc dans le genre.
qui sont des copies. T'avais à l'époque un mec qui s'appelait King, une copie totale, mais genre totale. Et Lil Baby, c'est une copie. ouais, en vrai, Lil Baby, en vrai, quand tu regardes bien Lil Baby aussi, pareil, tu vois, on est dans ce même genre, tu vois. Et à la base, on sait très bien que leur approche est totalement mercantile, tu vois. Mais et que justement c'était de la copie, on pourrait penser ils étaient pas du tout artistiques, tu vois. Mais en fait, justement, si dans le sens où ils ont réussi avec leur petit 3% à pouvoir créer un gros 100% qui sera le 3%, qui sera en fait le 97% de quelqu'un d'autre, tu vois. Ça me fait penser à un truc là. Je pose ces questions aussi aux entrepreneurs parce qu'en fait, on le sait qu'un entrepreneur, il est jamais seul. Ok. Ouais. C'est légendaire ce truc de le mec dans son garage tout seul, il crée son skateboard ou son micro. Tu sais, le mec, c'est pas Iron Man, il a pas une cave secrète ou Batman où il crée lui-même ses trucs. Le mec est ingénieur, concepteur. C'est pas possible. Ouais. Ou en tout cas, c'est très peu possible. Et du coup, là-dedans, et je vais revenir à un exemple que j'aime beaucoup citer ici quand je parle des entrepreneurs, mais qui est Steve Jobs. Mais du coup, pour moi, il existe deux types d'entrepreneurs. Il existe ceux qui ont des idées très profondes créativement de leurs produits, mais qui n'ont aucune compétence technique pour ne serait-ce que mettre la main à la pâte pour commencer à construire. Du coup, Steve Jobs. Et je le redis encore pour ceux qui ne savent pas, le mec, il n'était pas ingénieur, ni ne codait pas, ni rien. Le mec disait lui-même, en fait, quand il était petit, son père, il l'amenait dans son garage, que son père aidait bien réparer des trucs. Ça l'intéressait même pas. Juste, il avait une idée précise, mais extrêmement précise des produits qu'il voulait mettre en place. C'est-à-dire, il pensait presque au design. Après, là, on a volé beaucoup aussi, mais bon. Il pensait beaucoup au design même et au design intérieur des produits, bref. Mais il savait très bien que lui, il pouvait rien faire de ses mains. Et d'autre côté, tu as ceux qui sont un peu plus... qui aiment un peu plus mettre les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire. Et qui vont te dire, ok, moi j'ai une idée de produit. Par exemple, je suis ingénieur. J'ai une idée de faire un ordinateur. Je peux commencer déjà à faire ma V1. Le truc, c'est que dans tous les cas, tu finis par t'entourer de gens. Est-ce que ça veut dire, et là ma question arrive là, est-ce que ça veut dire que être créatif en tant qu'entrepreneur, c'est forcément avoir une idée précise du produit, et du coup, ça te fait toute cette création de ce produit dans sa tête en l'enlaçant en travers, et après avoir été des gens qui vont être au service de ton idée, en fait, de ton rêve, si on peut dire, ou est-ce que c'est juste avoir une idée, du coup, qui n'est pas hyper développée, du coup, qu'on pourrait dire un peu moins créative, et dire aux gens, les gars, j'ai une petite idée, vous avez tous des compétences différentes qui peuvent être au service de cette idée-là, venons la développer ensemble. Mais, quand même, c'est mon idée, et moi, je suis créatif. Bon, pour moi, il y a quand même une différence, pour moi. Être créatif, c'est pas avoir une idée. Être créatif, c'est avoir une vision. Ah. Il y a Là, une ça gros- fait vidéo de millionnaire. Je vais mettre ça en reel sur Instagram. Être créatif, pour moi, c'est avoir une vision. Tu peux avoir une très jolie idée. On va reprendre l'exemple. Des. Bah, tu sais quoi, en vrai, on va prendre quoi comme exemple? Je sais pas. Après, on va prendre l'exemple des trucs de soirée. C'est quoi? Justement, des projets de noob. T'as. Cette idée-là, elle a été divulguée. Elle a été sortie par, je pense, pléthore de personnes qui ont voulu faire des trucs de soirée, des trucs. Il y en a plein, il y en a plein. La question est de savoir qui avait vraiment une véritable vision. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en vrai, le projet en lui-même, pourquoi en fait il est considéré comme projet de noob? Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a la plupart des personnes en fait qui pensent, par exemple, à ces projets-là. Bah, tu sais, ils vont s'arrêter seulement à ce petit aspect-là de soirée, parce que même c'est des fêtards, tu vois. Ouais, non. Mais ça va pas plus loin. Avoir une vision, c'est de se dire, ok, je commence par ça, parce qu'en fait, j'ai envie d'arriver à, je ne sais pas, j'ai envie d'arriver au Fire Festival, mais qui marche, tu vois. Ouais. Tu vois, mais qui marche, tu vois. Uber, Travis Kalanick, par exemple, quand il pense Uber,
il est pas seul en fait à avoir pensé Uber, tu vois. Il est pas seul à avoir pensé. C'est pas le seul à avoir pensé je pense à avoir pensé un projet comme ça de ouais le truc la voiture. Même je crois même depuis qu'on est gamin même je pense qu'on y pense en vrai ces trucs là, tu vois. En sens, ça existe déjà, ça s'appelle le taxi. Voilà, tu vois. Déjà. Et en fait le truc c'est qu'à la base tu vois c'est le taxi. Et même depuis qu'on est gamin on se dit ouais attends t'imagines là ouais moi je suis fatigué je sors de soirée ah ouais j'ai avec mon téléphone et j'appelle le taxi mais tu sais je l'appelle pas juste il vient. On avait déjà t'as forcément sorti. La différence, c'était la vision. La différence, c'était la vision. La vision de Travis Kalanick, bon, je la connais pas personnellement, mais aujourd'hui, on voit déjà où est-ce que ça va. On est dans des histoires des Uber Eats. On sait même que maintenant, ça va jusqu'au dans le marché de la logistique, du transport routier. Tu comprends qu'il y a une grosse différence entre l'application de ça te raccompagne chez toi quand t'es un peu éméché et le transport routier, tu vois. Tu vois qu'en fait, la vision est totalement différente. Et le transport routier, par exemple, le transport routier, on peut se dire, ouais, mais t'as pas besoin d'être créatif là-bas. Et bah, c'est un gars qui a pensé un truc comme Uber, qui est en train de lui développer un autre élément dans le transport routier qui va peut-être en fait transformer même, tu vois, ce marché-là. Et quand il sera transformé, c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, ça moulinait dedans. Un autre exemple, je pense même qu'il est le meilleur exemple, c'est Airbnb en fait. Airbnb, c'est le truc en vrai, c'est aujourd'hui, il n'y a rien de plus évident. Tu vois. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus évident. Peut-être carrément, tu te dis, mais tu sais pas où dormir dans tel pays, tu prends Airbnb. Il n'y a rien de plus évident. Sauf qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Ah bah. Mais leur vision les a amenés tellement loin et en fait, ils étaient tellement sereins et sûrs de ce qu'ils faisaient que ça a transformé le marché de l'hôtellerie, ça a transformé, ça a tout transformé. Même le marché de l'immobilier. Ça a tout transformé. Ouais. Ça a tout transformé. Et pour moi, c'est bien plus que des idées. C'est une vision. Et c'est la vision qui te permettra de savoir de qui j'ai vraiment besoin avec moi dans mon projet, avec qui je peux vraiment dealer, avec qui je peux vraiment m'associer, avec qui je peux vraiment marcher, parce qu'en fait c'est une histoire de vision, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas plus clair à ce niveau-là. Ok. Voilà. Pour reprendre l'exemple d'Airbnb par exemple, tu parles de vision. Attention, ça c'est des suppositions et on se met un peu à leur place, mais ils sont pas là pour se défendre, désolé. Mais quand tu connais un peu l'histoire, tu sais que cette histoire de Airbnb, elle démarre vraiment avec l'idée de faire dormir des gens. Parce qu'il faut savoir que ça s'est un peu éloigné de ce que c'était à la base. Ouais. Aujourd'hui, les gens achètent des appartements pour les mettre sur Airbnb. À la base, l'idée, c'est t'as un matelas gonflable dans ton salon, t'invites quelqu'un, moyennant finance très peu cher, et il dort dessus. Là, c'est devenu, maintenant, tu loues une villa à 150 pour faire une fête de ouf. Est-ce que tu crois vraiment que cette vision, elle est là? Quand tu pars d'aussi bas, alors... Pour pas que tu me contredises tout de suite, je pourrais aller dans ton idée de peut-être que la vision, peut-être que cette histoire de matelas, c'était leur MVP. Ouais. Peut-être. Quand tu écoutes un peu l'histoire de Airbnb, c'était un peu des mecs un peu hippies, San Francisco, truc, tu connais l'histoire. Ça aurait pu être leur vraie vision. Juste, on veut juste que les gens, il y ait des vrais échanges. Peut-être que leur vision était, il y a des vrais échanges entre les gens, et on veut que les gens soient dans leur domicile et qu'ils prêtent des bouts de canapé vraiment aux gens, pour qu'ils se parlent, tu vois, et que les gens rencontrent des gens, et que du coup, quand tu vas dans un pays, au lieu d'être dans un hôtel qui est impersonnel, où tu vas parler avec personne, avec un mini-guide du touriste, là, tu as un vrai gars du pays qui va te dire, ouais, voilà. Ça s'est transformé, c'est plus du tout ça. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est leur vision, ça? C'est bien parti d'une idée, mais si, en fait, leur simple idée s'était cantonnée à la position d'idée, ils ne seraient pas allés plus loin. C'est peut-être pas une vision sur le moment, mais si t'es pas au courant que ton idée doit devenir une vision, en fait, ça n'ira pas plus loin. Ok. Voilà. C'est plus dans cet aspect-là, tu vois. Vas-y. Ouais, en plus, en sachant qu'en fait, une vision, ça vit avec toi. Tu peux pas... c'est un peu comme si tu te mets en couple avec quelqu'un, au début, la première fois que tu l'as vu, dans le cas d'un mec qui rencontre une meuf, le mec... cupidement va se dire, là c'est une caricature, va se dire la meuf elle est fraîche,
tu vois. Et d'une simple meuf fraîche, ça va être, cette meuf, en fait, c'est plus une meuf, du coup, c'est madame, et je l'aime, et j'ai envie de construire quelque chose avec, tu vois. Ça vit, ça se développe, tu vois. T'as des choses qui viennent les uns après les autres. Mais il faut avoir l'ouverture, déjà, de base, pour pouvoir se dire qu'une simple idée, tu peux la traduire en vision. Au même titre qu'il faut que tu puisses avoir l'ouverture que cette simple meuf, tu vois, ça puisse devenir la femme de ta vie. Donc, si t'as pas cette ouverture-là, tu vas pas aller bien loin. Et c'est en ça que une vision dans le cadre d'un business, c'est super. En fait, c'est indispensable. C'est plus qu'important, c'est indispensable. Sinon, tu essaies simplement de faire un coup. Tu vois, et faire des coups, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Par exemple, je te prends par exemple sur une échelle de 10 à 15 ans. On a tous connu, par exemple, moi je suis un mec des 90s, tu vois, on a tous connu, par exemple, avant tu achetais ton téléphone à 49 € chez The Phone House, et puis après, du jour au lendemain, tu as eu des boutiques qui commençaient à vendre des téléphones à 1 €, puis après à 15 centimes. Tu vois, et en fait, ces personnes-là qui ont développé ce genre de business-là, généralement, ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire des business de coups. Tu vois, parce que ces mêmes personnes-là ont fermé boutique et ont transformé leur boutique dans en boutique du coup de bronzage. Ces mêmes personnes-là, après, cigarettes électroniques. Ouais, je vois. Tu vois, ces mêmes personnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une manière de faire du business. Comme ils ont une espèce. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est des gens qui ont une espèce de coup d'avance sur ce qui se passe et ils sont tout de suite prêts à s'y coller et à transformer leur business dans le sens du vent pour aller prendre un maximum de rentabilité tout de suite et après quitter le navire s'il faut pour aller se coller à un autre business. Exactement, ouais. C'est des experts dans le business de la tendance. Ouais. C'est un peu comme dans la mode, tu vois. T'as des gens qui sont tendance dans leur approche de la mode et t'as des gens qui sont stylés. Tu vois, qui ont un style qui est intemporel, tu vois. Tu prends leur photo d'aujourd'hui, tu prends leur photo d'il y a 7, 8 ans plus tard, tu te dis toujours, mais le mec est stylé, tu vois. Et t'as d'autres personnes après qui, et à l'inverse, ces mêmes personnes-là, d'autres personnes qui vont se prendre en photo, vont avoir honte de leur style d'avant parce que c'était de la tendance, ça s'inscrivait juste à un temps présent. Ouais, je vois très bien le délire. Ok. Shoot out les mecs à l'époque qui mettaient des longs t-shirts en cuir, tout ça. On les a tous connus. Ah, de ouf. Clairement, qui portaient des snapbacks à la Taïga, etc. Ah, de ouf. Ok, bah merci, on va conclure. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est quel est votre objet favori? Ah, mon objet favori, moi, je pense que ça va être mon téléphone, hein. Malheureusement. Le mal du siècle. Exact. Ah non, je mens. Ma montre. Ok. Ma montre, en réalité. Ma montre, qu'à chaque fois que je la regarde, en fait, je suis grave saucé. Et pour de vrai, il y a une histoire particulière. C'est que le jour, en fait, où en fait, ça faisait très longtemps que je voulais cette montre. Ça faisait peut-être 4 ans que je la voulais. Et le jour où j'ai quitté... Enfin, en fait, en gros, j'occupais un poste de directeur marketing où j'avais un salaire à 100 000 €, etc. Et il y a eu un problème dans la boîte. Et du coup, le boss a dû me virer. La crise, pour faire très simple. Et donc, du coup, voilà, c'était pas dans mes plans. Clairement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, c'est le moment, en fait, de réentreprendre. Parce qu'en fait, on avait fermé une boîte avec Aurélien, on n'avait plus de thunes, on avait besoin de se refaire. Donc, du coup, on est parti, on a eu une longue traversée du désert. Et devenir salarié faisait partie du coup du process. Okay. Et du coup, donc, et on avait commencé, et on était arrivé au stade où en fait on commençait déjà à griffonner du coup les idées de boîte que nous développons aujourd'hui, à savoir le Hub Studio et Victory Lab. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de m'acheter cette montre pour me dire, voilà, tu vas lui donner un nom. Cette montre s'appelle Never Go Back Again. Okay. Et en gros, c'est plus jamais je vais bosser pour quelqu'un. Okay. Et à chaque fois que je la regarde, je suis en mode non. Lourd. Voilà. Okay. Jamais je repars en arrière. Donc voilà. Et que je regarde l'heure tout le temps, voilà. Trop bien. Donc voilà. C'est pour de vrai. Vraie histoire. Moi, mon objet favori, en vrai, je vais tricher, je vais en donner 2. Premier objet favori, ma casquette. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je l'ai tout le temps avec moi. Okay. Je l'ai tout le temps avec moi. Mon ordinateur. En vrai, mon ordinateur, je suis tout le temps avec. Et je passe beaucoup de temps sur mon ordi. Ok. Je crois que si j'ai pas mon ordi, je suis pas bien. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour vous. Une œuvre. Ouais. Une œuvre inspirante.
Une œuvre inspirante, moi, je vais tricher encore. J'aime bien tricher. Parce que pour moi, la musique, c'est de l'art. Donc, je vais prendre une œuvre et je vais prendre un morceau. Et je vais prendre le morceau de Nipsey Hussle, Hustle and Motivate. Ok. Voilà. Et la musique, c'est de l'art, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat Ok. dessus. Voilà. Ah, il n'y a pas de débat. Donc, moi, c'est Hustle and Motivate de Nipsey Hussle. Ok. Et toi, Lionel? Moi, je dirais le film de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Ok. Parce que gros fan de 50 de base. Parce que ce film m'a matrixé, parce que 50 c'est un rappeur en fait qu'on a vu grandir en fait devant nous en fait. Et à l'époque, quand t'étais un rappeur qui pétait tous les scores et qui en plus réalisait ton film, enfin faisait un film, et là t'avais atteint les sommets quoi. Et je m'en souviens, toute la bande originale de cet album là, l'histoire du film qui est l'histoire de sa vraie vie, etc. Moi quand j'avais un peu moins de 12 ans quand le film est sorti, je commençais déjà à comprendre que je voulais être entrepreneur dans ma vie, tu vois, et que je voulais faire des choses par moi-même. Bah c'est clairement des mecs comme ça qui m'ont inspiré de ouf. Donc ce film-là, je me le matais. Et encore aujourd'hui, s'il passe tout de suite là, je me pose, j'arrête tout, je regarde. Ouais, je comprends tout à fait. Donc, Même moi, je le regarde de ouf. Je comprends. Et la dernière question, c'est quelle qualité doit avoir selon vous un créatif? Curiosité à fond. Et c'est pas de la curiosité simplement comment dire, c'est pas il faut pas avoir une simple curiosité lambda, il faut se développer sa propre curiosité et savoir mettre les mots sur qu'est-ce que pour nous la curiosité. Est-ce que ta curiosité c'est voyager? Pour d'autres non, hein. C'est pas voyager. Est-ce que ta curiosité c'est pour toi c'est lire des livres? Est-ce que ta curiosité pour toi c'est écouter des musiques différentes? Est-ce que etc., tu vois. On a tous notre propre degré de curiosité et du coup il faut composer cette base là et à chaque fois essayer d'aller toujours un peu plus loin, tu vois. Ok. Donc voilà. Et pour toi? Moi, c'est justement, ça vient appuyer justement la curiosité parce que je pense que c'est super important d'être curieux. Et moi, ce qui vient appuyer ça, je pense que la qualité pour moi, c'est candide. Ok. Tu dois être grave candide. Et il n'y a pas plus candide, entre guillemets, qu'un enfant, mais il n'y a pas plus créatif qu'un enfant. Donc, je pense Candide, c'est un peu naïf, grosso ouais, modo. voilà, c'est naïf, tu vois. forme Et de je pense naïveté, ouais. qu'une forme de naïveté. Et en fait, tu vois tellement le monde sous un angle sympathique. Entre guillemets, limite, tu ne vois même pas la méchanceté du monde, tu vois. Qu'en fait, ça te permet de croire en tout et de n'importe quoi et surtout de te dire que, bah, en fait, ouais, c'est possible, tu vois. Et que tu te dis, bon, bah, vas-y, si je peux faire ça, je le fais, tu vois. Et je pense que, ouais, c'est cet aspect un peu candide qui fait que t'as pas de limite. Donc, en gros, et qui fait que tu deviens vite créatif et que tu dis qu'un jour, je vais prendre un urinoir, je vais le poser, je vais dire, ouais, tu vois, franchement, il n'y a pas plus candide comme délire. Grave. Ok, soyez candide et naïf. Et curieux, pardon. Bah, merci. Merci à toi. Du coup, likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien vers vos Instagram, vers Victory Lab et Up Studio pour que les gens voient et que s'ils ont des envies de création, ils peuvent louer les locaux du Up Studio. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Salut.